Cette montagne est connue dans le monde entier. Elle est entrée dans les musées des plus grandes capitales. Pourtant, à moins de 1200 mètres d'altitude, ce massif calcaire n'a rien d'impressionnant. Il doit sa notoriété à l'obsession d'un artiste. Nous sommes ici à quelques kilomètres d'Aix-en-Provence, dans ce que l'on appelle le Pays d'Aix. Alors c'est un paysage que vous connaissez forcément, même si vous n'êtes jamais venu ici, notamment à travers les 87 tableaux qu'a peint un certain Paul Cézanne. Et nous allons découvrir ensemble comment le regard d'un peintre a pu changer notre perception de cette montagne Sainte-Victoire. Ce paysage, Cézanne l'a connu dès son enfance. À quelques kilomètres d'Aix-en-Provence, la carrière de Bibémus jouxtait la maison d'Émile Zola, un de ses amis de collège. C'était leur terrain de jeu, un décor de canyon, de pierres de molasse jaune. Puis, en 1895, le peintre louera une petite maison sur le flanc ouest de la montagne Sainte-Victoire, près du Tolonnais. Je vais y rencontrer Michel Fressé, responsable des sites cézanniens à l'Office du tourisme de la ville d'Aix. Cet endroit est juste incroyable. C'est incroyable, c'est d'une force extraordinaire. Et c'est là que Paul Cézanne, avec son ami d'enfance Émile Zola, venait s'amuser au milieu de ces rochers rouges. Ces rochers ont aussi une histoire par rapport à la ville d'Aix-en-Provence, puisque c'est à partir de là qu'on est venu extraire la pierre qui a servi à la construction de la ville entre le 2e siècle avant Jésus-Christ et le 18e siècle. Et lorsque Cézanne y vient, il n'y a plus d'exploitation. C'est un paysage oublié des hommes qu'il va venir peindre dans son œuvre et d'où il découvrira la montagne Sainte-Victoire. Et on peut dire que c'est un élément déclencheur de la vocation de Cézanne, cette ambiance d'ombre, de lumière, de couleurs. On a tous les éléments ici. On a des couleurs complémentaires. Les rochers rouges, le ciel bleu, les arbres verts, les couleurs et les formes. Et quand Cézanne peint en extérieur, il se déplace au petit matin pour profiter de cette ambiance un peu brumeuse comme celle-ci? Oui, il arrive souvent effectivement le matin pour peindre ici. Il loue les services d'un cocher à l'année qui le dépose au pied des carrières et puis il monte à pied jusque sur le plateau où il va peindre la montagne Sainte-Victoire et les rochers rouges qui l'entourent. Et là, il va plonger dans cette ambiance un petit peu vaporeuse. Voilà. Quand il est arrivé ici, il était obligé de s'adapter à la lumière et à la brume comme ce matin, parce que là, pour l'instant, la montagne Sainte-Victoire, elle n'est pas facile à voir. Ouais, c'est vrai que ça fait partie du mystère de la montagne, mais lorsque ces conditions étaient identiques à celle-ci, il ouvrait la porte de son cabanon et puis il venait se reposer, faire la sieste ou prendre un verre au milieu des toiles, des tubes et des chevalets qu'il laissait sur place à l'intérieur de ce cabanon. Alors de cet endroit, il venait découvrir tout le paysage du Pays d'Aix et il va faire une fixation sur la montagne Sainte-Victoire qu'on voit ici. Est-ce qu'on sait pourquoi? C'est une véritable obsession. En fait, cette montagne, il va la peindre tout au long de sa vie. Un premier tableau des années 1870 montre une montagne Sainte-Victoire qui n'a rien à voir avec celle que l'on connaît de Paul Cézanne. D'ailleurs, il dira à propos de ses premières représentations de la montagne Sainte-Victoire que longtemps il était resté sans savoir, sans pouvoir peindre Sainte-Victoire parce qu'il imaginait l'ombre concave tandis qu'elle est convexe. Au lieu de se tasser, elle s'évapore, se fluidise, elle fuit de son centre. Ce sont les propos de Paul Cézanne à propos de cette montagne. Alors moi je veux bien que Cézanne dise qu'il n'a pas réussi à la peindre, néanmoins son regard sur cette montagne va changer le regard de tout le monde sur le paysage de la région. C'est vrai qu'avec lui, la montagne a été révélée. On est passé d'un bloc minéral qui est certes inscrit dans le paysage provençal, à une représentation picturale. Ce n'est pas les jeux de couleurs qui l'intéressent sur Sainte-Victoire, c'est vraiment poser cette montagne comme un objet intemporel, éternel dans ce paysage. Et ça, c'est évidemment du talent, c'est de la technique aussi? Oui, c'est du génie, mais c'est aussi un métier.
Et son métier de peintre, Cézanne l'exerçait dans son atelier qui est situé à quelques kilomètres d'ici. Et son atelier, Cézanne en a dessiné lui-même les plans. Oui, c'est Cézanne qui a effectivement dessiné les plans de ce bastidon avec deux salons au rez-de-chaussée, le grand atelier à l'étage. Et surtout, ce qui est important, c'est que ce grand atelier, il a voulu réunir à l'intérieur les conditions idéales de la peinture pour lui, en plein air, mais à l'intérieur. Voilà, tu vois, on est donc là à l'intérieur de l'atelier. On a la grande verrière côté nord qui permet d'avoir un éclairage indirect sur les œuvres qui sont peintes ici, mais c'est baigné de lumière de toutes parts. Et les deux grandes fenêtres côté sud vers la ville, donc l'atelier regarde vers la ville d'Aix-en-Provence. Mais si Cézanne choisit de s'installer ici, c'est parce que ça le rapproche géographiquement du point de vue qui se trouve au sommet de cette colline qui s'appelle la colline des Loves. Il y a un petit chemin qui s'appelle le chemin de la Marguerite. Et là, il va retrouver entre 1902 et 1906 ce point de vue exceptionnel, le plus élevé qu'il a par rapport à la montagne Sainte-Victoire. Et depuis ce même endroit, il peindra 28 fois la montagne. Il y a 11 huiles et 17 aquarelles qui, pendant ces 4 dernières années de sa vie, montrent à nouveau cet acharnement à peindre la montagne depuis le sommet de la colline. Aujourd'hui, comment on le définit, le génie de Cézanne ? Alors le génie de Cézanne, je vais te montrer en quoi effectivement on le reconnaît et surtout quelle est la grande révolution que Cézanne apporte en peinture. Et ça passe par le paysage, l'observation de la nature, la fameuse harmonie parallèle. Sainte-Victoire dans la réalité n'est pas à la bonne distance. C'est comme s'il avait rapproché Sainte-Victoire d'au moins 5 km par rapport à la réalité du paysage. Il l'augmente dans son sujet. Il l'augmente complètement, il lui donne vraiment toute son importance à l'intérieur de la toile. Elle vient en fond de plan, mais surtout ce qui est important, c'est qu'il n'y a pas de premier plan, il n'y a pas d'arrière-plan, il n'y a pas un objet plus gros, plus sombre devant et un objet plus petit, plus clair derrière. Ça, Cézanne le casse. Tout ce que les peintres de la Renaissance nous ont appris, il l'oublie et il apporte ça, ce regard très particulier qui va ouvrir la porte au cubisme et au fauvisme. Cézanne s'intéressait à la géologie, considérant son travail non comme celui d'un peintre, mais plutôt comme celui d'un constructeur. Il voulait, selon ses propres mots, comprendre comment la montagne Sainte-Victoire s'était enracinée dans le paysage. Au pied de la Sainte-Victoire, les paysages offrent un contraste saisissant entre le rouge franc des argiles et le blanc des calcaires. Yves Dutour est géologue au Muséum d'histoire d'Aix-en-Provence. Alors c'était donc vrai, il y a bien un gars qui sculpte le paysage au pied de la montagne Sainte-Victoire. Non, je ne suis pas en train de sculpter le paysage. Ce que je suis en train de faire là, c'est dégager un œuf de dinosaure. Là, toi, tu trouves des œufs de dinosaures dans la terre, là. Exactement. Des œufs de dinosaures comme celui-ci. C'est quoi? C'est un fossile, ça? Il y a un embryon dedans, il y a quoi? C'est un fossile d'œuf de dinosaure, mais a priori, il n'y a rien à l'intérieur. D'accord. Et donc tu es quand même en train de me dire qu'ici, il y avait des dinosaures un petit peu partout et qu'ils gambadaient gentiment sous la Sainte-Victoire. Non, ici il y avait des dinosaures, puisque la Sainte-Victoire c'est un des endroits au monde où on trouve le plus d'œufs de dinosaures, mais ils n'ont pas gambadé au pied de la Sainte-Victoire, tout simplement parce qu'à l'époque elle n'existait pas encore. Ah, je vais t'expliquer ce qui s'est passé. Imagine, il y a à peu près 140 millions d'années, on est dans un océan, et au fond de cet océan, de la vase se dépose. Cette vase, ensuite, en se transformant, va former toutes les falaises qu'on trouve en haut de Sainte-Victoire. Puis vers 100 millions d'années, l'Afrique commence à remonter vers l'Europe, un pli se forme et on a l'immersion de la Provence. Puis vers 80 millions d'années, au pied
de ce pli va arriver un fleuve qui va rapporter des limons qui vont former toutes ces argiles rouges qui sont sous nos pieds. Et c'est là que les dinosaures vont pondre leurs œufs. Exactement. Ensuite, le pli commence à avancer, puis finalement, ça force trop, le pli casse. La partie supérieure va avancer sur la partie inférieure, donc c'est ce qu'on appelle un chevauchement. Et au final, l'érosion, donc la destruction de la roche par les intempéries, va supprimer toute la partie supérieure du pli. En gros, il ne va rester que ma première phalange. Donc cette phalange-là, c'est la partie abrupte de la falaise. De Exactement. La Sainte-Victoire. Toute la partie triangulaire qui forme le sommet de Sainte-Victoire. Et donc cette dernière étape qui donne le visage actuel de cette montagne, il est récent et les dinosaures en fait étaient morts depuis bien longtemps. Depuis 65 millions d'années. Par contre, le paysage tel qu'on peut l'observer aujourd'hui, un géologue, lui, est capable de le lire et de raconter toute l'histoire que je viens de te raconter. Cézanne a voulu faire de la Sainte-Victoire un sujet de peinture à part entière et non plus un décor. Tous les regards se sont alors portés sur elle. Au musée Granet d'Aix, Bruno Elie, le conservateur, va m'expliquer pourquoi il a fallu attendre le début du 19e siècle pour faire entrer cette montagne dans la peinture. Nous allons regarder une aquarelle de Cézanne qui date de la dernière partie de sa vie, à l'époque où il maîtrise parfaitement ce médium particulier de l'aquarelle et où il va devenir évidemment un des grands maîtres de l'aquarelle. Donc il s'agit d'une œuvre très fragile, très sensible à la lumière et qui montre la montagne Sainte-Victoire telle qu'il l'avait en face des yeux, et ce panorama lui permettait d'avoir cette vision simplifiée de la montagne, c'est-à-dire presque géométrique, un grand triangle qui s'impose à la fois dans ses aquarelles, dans ses peintures de cette période, et où cette schématisation, cette simplification de la forme s'impose aussi par la simplification des moyens qu'utilise Cézanne, quelques traits de crayon, quelques taches de couleur, et évidemment cette force que seul Cézanne a su transmettre à ce motif et qui a fait que ce motif devienne un motif universel. Parce que c'est un thème qui finalement n'intéressait pas auparavant. Il n'intéressait pas à double titre, d'abord parce que c'était un paysage et que le paysage ne va vraiment se développer qu'avec le 19e siècle, et qu'en même temps cette montagne était considérée dans la première moitié du 19e siècle, donc un peu avant la naissance de Cézanne, on appelait ça la plus haute sommité du département. Donc c'est-à-dire évidemment pas grand-chose, hein, mais cette montagne est devenue mythique, un peu comme le mont Sinaï ou le Fujiyama. Cézanne a un regard très personnel sur les paysages, sur la montagne Sainte-Victoire en particulier, mais ce n'est évidemment pas le seul ni le premier à l'avoir représenté en peinture. C'est ce qu'on voit ici dans le musée avec différentes peintures. Oui, c'est exact. Cézanne va s'inscrire dans une tradition qui existe déjà, mais qui est relativement récente, puisqu'en fait, elle date de la fin du XVIIIe siècle. Nous sommes dans une période de mutation où justement la scène de genre ou la scène historique va laisser le pas petit à petit au paysage. Et Granet, donc, qui meurt en 1849, donc on peut dire qu'il est de la première moitié du 19e siècle, est tout à fait représentatif de ce passage, justement, de la peinture d'histoire, de la peinture religieuse, au paysage et au thème propre et individualisé du paysage. Et Cézanne a vu ces tableaux, évidemment. Et Cézanne donc, a vu ce tableau quand il était élève à l'école de dessin, donc une école qui était au rez-de-chaussée du musée, et il fallait gravir un grand escalier pour se trouver dans les salles du musée et se trouver devant des modèles, devant des tableaux que le jeune Cézanne a copiés. Donc Cézanne, il est nourri par la montagne Sainte-Victoire qu'il voit, mais aussi par la montagne Sainte-Victoire que les peintres ont déjà peint. Oui, parce que c'est vrai que Cézanne est évidemment pénétré de ce que ses prédécesseurs ont pu faire. Des artistes comme Grésy, comme Émile Loubon, comme Guigou, qui vont eux aussi à un certain moment s'emparer focaliser sur de la montagne montagne. Sainte-Victoire. Et donc la montagne va gagner en dimension. Et elle va gagner aussi en identification. C'est-à-dire que petit à petit, tous ces artistes vont, à titre individuel, c'est-à-dire personnellement, identifier la montagne. Et c'est ce que fera Cézanne à sa façon. Finalement, la peinture permet de faire de l'histoire du paysage. Ah, parfaitement. Et même après Cézanne encore, on pourra, dans 100 ans, 200 ans, faire l'histoire du paysage au travers de, finalement, l'histoire de la peinture.
L'homme a toujours été présent sur la Sainte-Victoire, notamment pour exploiter ses forêts. Dans les tableaux de Cézanne, on devine aussi la trace de l'homme dans les champs qui occupaient les versants de la montagne. Aujourd'hui, exactement au même endroit, cette petite vallée de 140 hectares est devenue un site classé réserve naturelle. Nicolas Bertuccelli est l'un de ses gardes. Nicolas, si Cézanne était en train de peindre de son endroit favori, on serait dans le tableau là? Là, ouais, on serait dans le cadre. Par contre, les couleurs qu'on voit aujourd'hui, c'est pas celles qu'il aurait mises, hein, parce que là, on a une continuité de vert, là, ces arbres que l'on voit de partout. À l'époque de Cézanne, Il n'y avait pas d'arbres? non, il n'y avait pas d'arbres. Il y avait quoi alors? C'était complètement pelé, c'était cultivé. Les zones agricoles allaient jusqu'au pied de la montagne Sainte-Victoire. Donc, toute cette zone était utilisée par l'homme. Il y avait quoi? Des oliviers, des... Il y avait voilà, différentes zones. Il y avait d'abord, dans les pentes, il y avait des restants, ce qu'on appelle les bancas en Provence. Donc ces petits murs en pierre sèche qui permettaient de cultiver dans les pentes les plus raides, jusqu'au pied des parois. Et effectivement, on retrouvait de l'olivier, de la vigne, du blé, enfin toutes sortes d'essences agricoles. Il y avait du pâturage aussi, il y avait des troupeaux. Donc une végétation très très rase. Alors ce paysage n'est pas celui de Cézanne, mais c'est aussi un paysage qui a été bouleversé il n'y a pas si longtemps que ça. Alors oui, effectivement, ce paysage il a été complètement chamboulé en 1989. À la fin de l'été, le 28 août 1989, il y a eu ce terrible incendie. Ça a parcouru plus de la moitié du site classé, donc près de 5000 hectares qui ont brûlé pendant plus de 3 jours. Il y avait un très fort mistral. À la fin de l'été, la végétation est extrêmement sèche, beaucoup de vent, beaucoup de chaleur, donc tous les éléments sont réunis pour que ça se propage à une vitesse fulgurante. Tout ce qu'on voit dans le paysage aujourd'hui, ce sont les conséquences de cet incendie, les vestiges en quelque sorte. C'est, on va dire, la nature qui se régénère. Alors par contre, c'est vrai qu'on aperçoit une certaine régularité dans cette régénérescence de pins. C'est tout simplement parce que si les arbres sont repartis tout seuls, les forestiers ont fait quand même un travail assez long et minutieux de ce qu'on appelle le dépressage, c'est-à-dire qu'ils ont sélectionné. On a éclairci, donc on a coupé plus des 3/4 des jeunes pins qui poussaient là suite à l'incendie. L'idée, ce n'est pas de remettre la forêt qu'il y avait avant 89. Complètement, parce que de toute façon, si le scénario s'est déroulé comme ça en 89, c'est parce que justement, on avait cette forêt de pins qui était omniprésente, qui était presque, on va dire, entre guillemets, étouffante pour le paysage. Aujourd'hui, on conserve des milieux ouverts, des zones rocheuses, des clairières, des zones agricoles. Toute cette diversité de paysages, ça ne peut être que positif pour la montagne Sainte-Victoire. Finalement, cet incendie, il a eu des effets positifs, au moins dans la gestion du paysage, on peut dire ça? Clairement, on s'est dit c'est fini, la Sainte-Victoire, ça sera plus jamais comme avant. Et là, maintenant, avec le recul, beaucoup de gens arrivent presque à dire que grâce à l'incendie, on a la Sainte-Victoire d'aujourd'hui qui retrouve un petit peu quelque chose de beaucoup plus beau, beaucoup plus varié que ce qu'on avait avant l'incendie. Depuis les années 1970-80, période de déprise agricole, les paysages provençaux ont été recolonisés par les forêts de pins. C'est l'une des raisons pour laquelle on recense davantage d'incendies aujourd'hui dans le sud de la France que dans les années 50. Nicolas connaît bien les techniques qui permettent la prévention de ces désastres. Alors cette zone, elle a été remise en culture suite à l'incendie. Alors contrairement à tout à l'heure où on a vu ces jeunes pins là, qui se régénéraient tout seuls, mais bon, là où l'homme a quand même intervenu, là, complètement, on a pris le dessus sur la nature pour remettre en culture tous ces oliviers qui sont autour de nous. Et ces oliviers, bon, mais bien entendu, s'ils produisent des olives, ils sont là pour faire vivre un agriculteur, mais leur rôle principal et primordial, c'est de faire un coupe-feu. L'olivier lui-même, c'est pas une essence combustible, et donc cette quinzaine d'hectares, puisque c'est à peu près cette surface qui a été mise en culture au pied de la montagne après le feu, c'est pour protéger la montagne contre le risque incendie. Mais on n'a rien inventé, attention, encore une fois, on en revient au tableau de Cézanne et à ces zones qui étaient cultivées sur une beaucoup plus grande surface. On a simplement remis en culture ce qui était cultivé au siècle dernier, tout simplement. Et on voit encore dans le paysage des survivants de l'incendie. On voit un grand pin, là. J'imagine que celui-là, il était là avant. Tout à fait, on a quelques reliques de part et d'autre du champ là, qui témoignent d'avant 89. À l'époque de Cézanne, les flancs de la montagne étaient exploités par les paysans.
Mais le sommet de la Sainte-Victoire avait été occupé bien longtemps avant par ceux qui recherchaient ici un lieu de contemplation et de méditation. Alors figurez-vous que malgré les facilités d'accès tout à fait relatives de la Sainte-Victoire, des moines ont trouvé le moyen d'aller s'installer quasiment à son sommet. On trouve là-haut un prieuré qui a été abandonné au 19e siècle, qui était en mauvais état, et qu'une association, les Amis de Sainte-Victoire, a décidé de restaurer. C'est chose faite aujourd'hui et on a un très beau bâtiment en haut de la montagne. On va donc aller retrouver des membres de cette association. Marc Roussel, président des Amis de Sainte-Victoire, porte des pierres depuis 60 ans. Et les bénévoles qui sont avec lui savent que ce travail de restauration est loin d'être achevé. Alors ici on a 900 mètres d'altitude et on est dans ce qu'on appelle le prieuré de la montagne Sainte-Victoire. Exactement. Et ce prieuré, il est constitué donc par les bâtiments suivants. La chapelle, qui était le seul bâtiment qui avait survécu à la Révolution. Pourquoi? Parce qu'il était devenu une étable pour les quelques troupeaux qui étaient encore sur la montagne. Ici, c'était le monastère, 4 cellules, qui est devenu un refuge ouvert à tout le monde, 365 jours par an. On arrive, on pousse la porte, on pose son bois et on installe son repas. Et la présence de ces moines, elle est avérée depuis quelle époque sur ce site? Le XIIIe siècle, les écrits prouvent qu'il y avait une chapelle au fond de son ravin, à l'abri un peu du vent et malheureusement parfaitement à l'ombre de la falaise. C'est l'arcade? Exactement. L'arcade et une amorce de la voûte. Ce qu'on sait après, c'est qu'au XVIIe, cette chapelle était en ruine. Et un prêtre d'Aix a voulu relancer le culte. Il a eu la chance de rencontrer un généreux donateur, Honoré Lambert, qui a financé l'ensemble des bâtiments que nous voyons. Et ils vont se lancer dans un autre travail invraisemblable pour l'époque. Ils vont ouvrir la falaise, c'est ça? Exactement. C'est un truc qu'on a peine à imaginer, comment dire, l'audace qu'il leur fallait pour faire un travail pareil. Tout a été ouvert avec l'explosif qui était la poudre noire, le seul qui existait à l'époque. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le carré qu'on voit, l'ouverture sur le paysage, ça... C'est complètement réalisé de main d'homme. Mais c'est quoi l'objectif? Eh bien, c'était pour faire rentrer le soleil et en même temps de récupérer quelques 300 mètres cubes de pierre pour la construction. Et 60 ans de présence ici, ça crée quel rapport à ce paysage? Ça, un rapport de grande joie, je dirais. Pas seulement du bonheur, mais un rapport de grande joie. Et beaucoup de souvenirs d'amitié. Évidemment, cette construction qui se fait dans un paysage de toute beauté, il faut dire que ça a son importance. On serait au fond d'une vallée sombre, peut-être que ce ne serait pas pareil. Ça, il faut le dire. Mais ici, dans ce site, dans ce paysage, c'est quelque chose d'unique. Que nous regardions vers le midi, on voit la Méditerranée, on voit l'étang de Berre, on voit la Sainte-Baume. Côté nord, nous voyons le Ventoux, le géant de Provence. Rien qu'un paysage comme ça, ça vous transporte. Avec ses 87 tableaux, Cézanne a immortalisé cette montagne dans le monde entier. Laissons-lui le mot de la fin. Regardez cette Sainte-Victoire. Quel élan, quelle soif impérieuse du soleil et quelle mélancolie le soir quand toute cette pesanteur retombe. Elle participe, toute bleutée, à la respiration ambiante de l'air.